Dans une société où le progrès technique et plus particulièrement les IA se sont développés à un tel point que les robots et les humains vivent désormais en paix et en harmonie, tout semble se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une charte définissant aux robots des droits similaires à ceux des humains a été mise en place. Ces derniers peuvent occuper donc des statuts sociaux et professionnels équivalents, voire même supérieurs à ceux de certains hommes, et des couples vont même jusqu'à adopter des enfants robots. Cependant, alors qu'un tueur en série commence à assassiner un par un les 7 robots les plus sophistiqués du monde, ainsi que les membres de la mystérieuse Commission Bora, tout s'écroule. Les cicatrices du précédent conflit face au royaume de Perse refont surface, les sectes criminelles opposées à l'avènement des robots gagnent en influence, et la panique s'installe, que ce soit du côté des plus grands scientifiques et robots du monde, mais aussi du côté de la population. Et c'est donc dans cet univers qui va peu à peu basculer vers la dystopie que nous plonge le passionnant manga nommé Pluto. Et salut tout le monde, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes coups de cœur de l'année 2023. Et en plus de ça, ça va me permettre de commencer un nouveau format sur la chaîne, puisque je vous avoue que les top 10 ça commençait un peu à me faire chier, donc maintenant j'ai décidé de vous proposer des vidéos dans lesquelles je vais vous donner mon avis sur des mangas, des animés et même plus précisément des personnages de mangas et que je vais essayer par la même occasion d'analyser. Et aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement compris, on va s'attaquer au chef-d'œuvre de Naoki Urasawa, Pluto. Et pour tous les fanboys de top 10, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter d'en publier sur la chaîne, c'est juste que ce genre de contenu commence à devenir un peu lassant pour moi, et donc il y en aura beaucoup moins que je publierai sur la chaîne. Et hop 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 hop. Tous ceux qui allaient quitter la vidéo là parce qu'ils n'ont pas encore vu l'animé Pluto, je vous arrête tout de suite. Alors pour ce qui est des spoils, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de spoiler au minimum les intrigues principales de Pluto, et quand je le ferai, je vous le préviendrai à chaque fois, donc vraiment pas de problème. Bref, plongeons-nous tout de suite dans le vif du sujet, c'est parti. Quand je me suis lancé dans l'animé Pluto, j'ai d'abord cru que j'allais être confronté à une enquête assez basique, avec un inspecteur robot plutôt stylé, qui allait résoudre son affaire grâce aux différents indices qu'il allait trouver sur tout un tas de lieux de crime qu'il allait rencontrer. Donc ma toute première impression, c'est que j'allais être face à une histoire du genre roman policier classique, qui allait être plutôt sympa à suivre, mais sans plus. Bon après, je vais pas vous mentir, j'ai rapidement compris avec le style de dessin très particulier que ce manga avait été écrit par Naoki Urasawa, et là j'ai tout de suite su que ça allait être une véritable masterclass. Mais bon, sans parler de ça, je me suis finalement rendu compte que cette enquête est très palpitante, mais surtout extrêmement complexe, puisqu'elle est liée à tout un tas d'événements marquants qui se sont déroulés plusieurs années avant le début de l'histoire. Et oui, puisque cette enquête est en fait un véritable bourbier étant lié notamment à une guerre sanglante qui a eu lieu en Asie centrale, mais aussi à des fragmentations sociales non seulement entre robots et humains, mais surtout entre les humains eux-mêmes, et aussi à de nombreuses cruelles manipulations. Et c'est en ça que cette enquête est incroyable, elle est liée à tout un tas de mystères qui sont eux-mêmes tous reliés entre eux, ce qui fait que à chaque fois que tu crois t'approcher de la vérité, tu te rends compte qu'en fait tu ne connais rien du tout et qu'il reste encore tellement de choses à découvrir. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un gros point fort de Pluto. Grâce notamment à la complexité de l'enquête, j'ai été très rapidement passionné par l'histoire et donc je me suis mis très vite à adorer suivre les aventures de Gezicht et donc ses voyages à travers le monde pour aller rencontrer de grands scientifiques, des robots ultra développés ou même tout simplement de simples humains lambda. Et aussi un autre point vachement intéressant par rapport à l'enquête, c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, celle-ci emmène Gezicht à voyager à travers le monde entier, ce qui est vraiment génial je trouve, parce que ça donne un côté aventure à l'histoire qui est assez rare dans ce genre de récit de type thriller. Et du coup ça donne un côté vraiment original à ce manga qui a pas mal participé au fait que je sois très vite entraîné dans l'histoire lors de mon visionnage de Pluto. D'ailleurs Naoki Urasawa avait fait un peu la même chose dans son manga Monster, dans lequel il a fait en sorte que le docteur Tenma voyage non pas à travers le monde entier mais plutôt à travers l'Europe entière à la recherche de Johan, l'enfant qu'il avait sauvé quelques années auparavant. Et déjà dans Monster, ce procédé là m'avait beaucoup plu.
En vrai, dans Pluto, si tu mets de côté Epsilon et ses pouvoirs de dieu du soleil, et aussi Bora, le robot et sa bombe antiproton, qui me fait d'ailleurs pas mal penser à Guldergil de Batman, pour ceux qui ont la ref. T'es calme, je peux pas moisir ici pendant très longtemps. Ben en fait, en y réfléchissant un peu, ce manga prend place dans un univers vachement réaliste. Alors c'est vrai que l'histoire se déroule au sein d'un monde futuriste dans lequel il y a de nombreuses choses qui n'existent pas dans nos sociétés actuelles, mais en soi, toutes ces inventions auxquelles on est confronté dans Pluto ne paraissent pas du tout irréalisables ou impossibles par rapport à notre monde actuel à nous, au vu du développement incroyable des nouvelles technologies auxquelles on assiste depuis plusieurs dizaines d'années. Franchement, voir des robots ultra sophistiqués ressemblant trait pour trait à des humains et étant autonomes grâce à des IA hyper complexes, moi ça me choque vraiment pas. L'autre jour, Elon Musk a même annoncé que sa startup Neuralink avait posé son premier implant cérébral sur un patient, donc c'est pour vous dire. This is Elon Musk. Et aussi, l'univers de Pluto comporte des éléments et des événements qui sont vraiment d'actualité par rapport à ce qui se passe dans notre monde à nous. Que ce soit les guerres liées à des enjeux territoriaux et politiques, un sujet qui est plus que jamais d'actualité avec le conflit israélo-palestinien et avec la guerre en Ukraine aussi, mais également l'envisagement de mesures écologiques comme on a pu le voir par exemple avec Darius XIV et son projet de reforestation des déserts de Perse, ou encore l'existence d'un chômage de masse lié à l'avènement des robots dans la société, même si dans notre monde à nous, ce chômage-là n'est pas forcément lié aux nouvelles technologies, quoique c'est parfois le cas, par exemple dans les supermarchés, avec les caissières qui sont petit à petit remplacées par des caisses automatiques. Enfin bref, tous ces événements auxquels on assiste dans Pluto, qui sont très cohérents et d'actualité par rapport à notre monde, apportent vraiment quelque chose en plus à ce manga. Personnellement, ils ont participé au fait que je me suis senti d'autant plus concerné par l'histoire et par les messages que tentait de nous véhiculer Naoki Urasawa à travers son œuvre. Et attention, je dis bien que dans Pluto, on se sent plus concerné par les propos du manga et pas plus impacté. Parce que oui, bien sûr qu'un manga pas du tout réaliste peut aussi véhiculer des messages très percutants, comme par exemple One Piece, qui parle de sujets très marquants, comme l'esclavage, le racisme ou encore l'oppression d'un gouvernement sur son peuple. Et c'est pareil pour des mangas qui sont réalistes, mais aussi à la fois qui se déroulent dans un univers du passé, comme par exemple Vinland Saga, qui transmet vraiment des messages très forts, au niveau, comme dans One Piece, de l'esclavage, mais aussi au niveau des guerres et de la haine. En fait, quand je dis que l'on se sent concerné par l'histoire, c'est dans le sens où plutôt nous amène à avoir une vraie réflexion sur nous-mêmes, et nous pousse à constamment nous remettre en question, un peu comme dans Devilman ou Devilman Crybaby pour ceux qui ont vu l'anime, et c'est quelque chose qui est assez rare je trouve, que ce soit dans les mangas récents ou plutôt anciens. Bon voilà, j'ai du mal à mettre des mots sur ce sentiment là, mais j'espère que vous m'aurez tous compris. Et puis surtout, ce qui fait la qualité de l'univers de Pluto, c'est bien sûr sa richesse et sa complexité, comme vous avez dû le comprendre avec tout ce dont je viens de vous parler juste avant, et franchement c'est pas du tout étonnant pour une histoire qui est calquée en grande partie sur notre monde et nos sociétés. Et ce qui est pour moi à l'origine de cette richesse et de cette complexité, ce sont bien sûr tous les personnages plus incroyables les uns que les autres que l'on rencontre à travers Pluto. Alors, pour tous ceux qui ne le savaient pas, Pluto est une réadaptation du manga Astro Boy de Osamu Tezuka, et plus particulièrement de l'arc nommé « Le robot le plus fort du monde ». A ce titre, lors de ma lecture, je me suis retrouvé confronté à tout un tas de personnages tous vraiment différents, au vu de la richesse incroyable de l'univers qu'a créé Osamu Tezuka, celui que l'on surnommait le père du manga. On peut citer entre autres les 7 robots les plus sophistiqués du monde, dont font partie notamment Gezicht, Astro ou encore Epsilon. Il y a aussi les plus grands scientifiques de la planète, comme par exemple le professeur Ochanomizu, le professeur Tenma ou encore le professeur Abdullah. On a aussi les dirigeants des pays les plus importants de l'histoire, comme par exemple Darius XIV ou le président des États-Unis Alexander. Et puis on a aussi des personnages un peu plus secondaires, comme par exemple Paul Duncan ou encore Brau 1589. Et ce que j'ai trouvé vraiment fou, c'est que tous ces personnages sont marquants et intéressants. Ils ont tous quelque chose à nous raconter et ils sont tous très pertinents par rapport à l'intrigue. Il n'y a vraiment aucun personnage que j'ai trouvé inutile ou inintéressant dans cette histoire. Même des mecs comme Paul Duncan et Nurse 2 qui apparaissent sur à peine un tiers du premier tome sont vraiment fascinants. Ils font même partie pour moi des meilleurs personnages de tout le manga. En fait, en termes de développement et d'écriture des personnages, Naoki Urasawa a vraiment frappé très fort avec le manga Pluto.
Non mais sérieux, il suffit juste de parler de Epsilon, le robot qui a reçu une vague de haine et de critiques en pleine face, tout ça pour avoir refusé de participer au 39e conflit en Asie centrale pour des raisons de pacifisme, ce qui est tout à son honneur, et qui a malgré ça décidé de rester droit dans ses bottes et de continuer à prôner ses valeurs pacifistes, en s'occupant par exemple de nombreux orphelins de guerre et en allant même jusqu'à sacrifier sa vie pour l'un d'entre eux, en l'occurrence le petit Vassili. Sans compter aussi qu'il a décidé 2 fois d'épargner Pluto lorsqu'il était confronté à la douleur énorme que ressentait celui-ci. Et pourtant, le gars est peut-être bien le plus puissant robot du monde entier, ce qui rend vraiment ses valeurs et ses motivations d'autant plus admirables. Et des personnages aussi magnifiques dont Pluto il y en a à l'appel. Perso, j'ai un vrai coup de cœur pour le professeur Tenma. Alors oui, c'est en partie lié à son chara-design, mais j'adore surtout ce personnage pour son côté non manichéen. Le fait que son amour pour son fils et donc la peine folle qu'il a ressentie après l'avoir perdu l'ait poussé à se lancer dans une quête totalement incroyable de création de l'IA parfaite et donc du robot parfait dans le but de remplacer son enfant Tobio, et que cela ait entraîné le fait qu'il soit à l'origine à la fois de la pire donc Bora et de la meilleure Astro donc création de toute l'humanité, c'est juste ultra poignant et tragique. Son histoire est vraiment incroyable, Shakespeare il est en sueur à côté. Niveau Zanda, est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière, putain de merde. Et même si les désirs et les motivations des différents personnages peuvent paraître, on va dire, plutôt simplistes, en comparaison d'un Johan de Monster ou d'un Joker de Batman par exemple, qui ont des psychologies ultra complexes, ben en fait ça n'empêche pas du tout à leur développement d'être lui ultra élaboré et vraiment hyper intéressant. Je dirais même que ces motivations entre gros guillemets assez basiques sont un gros point fort du manga, parce qu'elles permettent au lecteur de bien comprendre les personnages et donc de s'identifier d'autant plus à eux. Parce que c'est vrai que parfois des personnages ont des mentalités tellement complexes qu'ils deviennent déconnectés de la réalité et donc on a du mal à s'attacher à eux, et là on n'est pas du tout dans ça dans Pluto. Au contraire, tous les protagonistes et même pas mal d'antagonistes sont très attachants, ce qui rend la lecture du manga d'autant plus passionnante. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai trouvé génial, c'est la manière avec laquelle les personnages évoluent en interagissant les uns avec les autres. Par exemple, j'ai vraiment trouvé génial de voir Gezicht se construire son propre avis et sa propre réflexion sur la haine en rencontrant tout un tas de personnes différentes, que ce soit Adolf Haas par exemple, qui est un anti-robot presque extrémiste, ou même Blando, qui est un soldat robot qui est revenu traumatisé du 39e conflit en Asie centrale. On peut parler aussi de l'évolution incroyable de Pluto, bon je vais pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, mais j'ai vraiment adoré sa confrontation avec Epsilon et avec Astro, et surtout les conséquences de ces dernières sur le personnage. Donc voilà, dans Pluto, les interactions entre les différents personnages sont très bien gérées malgré qu'il y en ait beaucoup, et en plus de ça, aucun n'est délaissé, puisqu'ils ont tous un développement très pertinent et de qualité, ce qui n'est vraiment pas quelque chose de facile à faire, hein, Masashi Kishimoto? Neji, non! Je meurs, mais n'oubliez pas, le destin du destin n'est que la destinée du destin. Si un jour un pote me demandait de lui donner une seule, mais vraiment une seule raison d'aller lire le manga Pluto, je lui répondrais direct que cette œuvre au sous-texte magnifique va l'emmener à se remettre en question et à réfléchir à propos de sujets vraiment captivants. Et oui, parce que Pluto, c'est avant tout un rassemblement de messages et de réflexions que nous partage Naoki Urasawa. Bon, dans Pluto, il y a un paquet de sujets qui sont évoqués et je vais pas revenir sur chacun d'entre eux, sinon la vidéo va faire 500 ans, mais je vais plutôt vous parler de ce que sont pour moi les idées principales de ce manga. Alors déjà, le premier thème qui est abordé vraiment en profondeur, c'est bien sûr le progrès technique, et surtout, quelles conséquences va-t-il avoir à l'avenir sur nos sociétés? Et pour cette question-là, l'auteur nous apporte une réponse vraiment nuancée, puisqu'il met en évidence à la fois les mauvais côtés de ces évolutions technologiques, avec par exemple le fait qu'il y ait des robots qui soient utilisés comme des armes pour faire la guerre, ou qu'il existe un chômage de masse du côté des humains puisque les robots remplacent petit à petit les hommes sur le marché du travail. Mais il met aussi en avant les bons côtés du progrès technique avec par exemple le robot Saad qui est attelé à une mission de reforestation du désert de Perse, ou encore bien sûr avec Astro qui est devenu une personne magnifique et qui a finalement sauvé le monde. Et globalement je trouve que c'est plutôt le côté positif qui est mis en avant puisque 95% des robots de l'histoire nous sont présentés comme de bonnes personnes avec un bon fond. Et je pense que à travers ça, l'auteur essaie de nous faire comprendre que ce ne sont pas les robots en eux-mêmes qui vont peut-être nous poser problème, mais plutôt la manière avec laquelle nous allons les utiliser. En soi, si Mont Blanc, Blando et Hercule ont tué tout un tas de robots lors de la guerre,
c'est tout simplement parce qu'on leur a ordonné. Si Gezicht a assassiné un humain, c'est tout simplement parce que ce dernier a au préalable tué l'enfant qu'il avait adopté. Et pareil pour Pluto, s'il s'est lancé dans une quête de meurtre des 7 robots les plus sophistiqués du monde, c'est tout simplement parce qu'il s'est fait manipuler par son père. Il existe tout un tas de films où des robots décident de conquérir le monde et d'éradiquer la race humaine, mais dans Pluto, on nous montre quelque chose de totalement différent, où les robots ne décident pas de réaliser des mauvaises actions par eux-mêmes, puisque ce sont plutôt les humains qui sont responsables de leurs méfaits. Mais bon, attention, parce que, encore une fois, ce message de Naoki Urasawa n'est pas du tout manichéen, puisqu'il a mis en place dans son univers des robots qui sont devenus maléfiques de leur propre chef, comme par exemple Brao 1589, qui a tué un humain alors que son IA n'est pas du tout défaillante, ou encore le docteur Roosevelt. Et ensuite, Pluto est une œuvre clairement humaniste qui prône des valeurs comme la tolérance, la compréhension de l'autre, mais surtout l'amour. L'auteur tente de nous faire comprendre que se mettre à la place des autres et essayer de discuter avec eux, c'est vraiment quelque chose de très important qui permet d'éviter de nombreux conflits, comme on a pu le voir par exemple avec North 2, qui a réussi à apaiser la rancœur de Paul Duncan envers les robots, en discutant tout simplement avec lui et en essayant de comprendre son comportement. On a pu aussi voir ça avec Epsilon, qui a grandement participé à la rédemption de Pluto, en ressentant sa tristesse, en étant tolérant par rapport à ses actes, et en essayant de l'aider à se repentir. Et enfin, bien sûr que le principal message que véhicule cette œuvre concerne le fait que, comme le dit si bien Gezicht, la haine est un sentiment stérile. Et oui, à travers tout un tas de personnages comme le Docteur Abula, Saad, Gezicht ou encore Astro, l'auteur nous fait comprendre que la haine n'a aucune finalité, si ce n'est que d'entraîner encore plus de haine, et que c'est un sentiment qui est clairement à bannir. Pour moi, Naoki Urasawa pointe vraiment du doigt la haine comme étant la pire chose qui existe chez l'humain, étant pratiquement à l'origine de tous ces malheurs. Et même s'il nous montre bien avec la dernière discussion entre Astro et le docteur Ochanomizu que ce sentiment stérile ne disparaîtra sûrement jamais, Naoki Urasawa nous incite à travers son œuvre à ne jamais perdre espoir et à toujours continuer à lutter contre la haine. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusque là, je sais que vous n'êtes pas beaucoup et je voulais donc vous remercier particulièrement vous. Et ensuite, peut-être que certains ont trouvé que je suis pas allé trop en profondeur dans l'analyse du manga, et c'est tout à fait normal parce que le but de cette vidéo, c'était vraiment de donner envie aux gens qui n'ont pas vu le manga d'aller le lire ou d'aller regarder l'anime d'ailleurs, parce que je trouve qu'on parle très peu de ce chef-d'œuvre de Naoki Urasawa. J'ai vu à peine 2 youtubeurs manga francophones parler de Pluto, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que pour moi cette œuvre s'assoit à la table de mangas comme Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter ou même SNK par exemple. C'est vraiment un chef d'œuvre et je trouve vraiment dommage qu'on parle aussi peu de ce manga. Donc voilà, j'ai essayé à mon échelle de mettre un petit peu en avant cette œuvre magnifique quoi. Et puis sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner si vous kiffez mon contenu sur YouTube. Sachez aussi que je suis assez actif sur Twitter. Donc voilà, si vous aimez bien ce que je vous propose, n'hésitez pas à aller checker ce que je fais sur Twitter. Sinon, voilà, c'est tout pour moi, hein. C'était Master Crocodile. Je vous dis à la prochaine les amis, portez-vous bien tous, et ciao!